messieurs, bonsoir et bienvenue sur Global Africa Télé Sud. Ce soir, nous parlons d'un petit pays aux enjeux géants. Et situé au cœur d'un des carrefours maritimes les plus stratégiques du monde, Djibouti fait face à un double défi. Urgence climatique et sécurité régionale. Pour en parler, ce soir, nous recevons Oumed Daoud, le porte-parole de la majorité présidentielle. Bonsoir. Bonsoir. Et pour en parler, pour vous interroger, nous serons avec Khalid Bey, directeur de la rédaction. Bonsoir. Bonsoir Jamima, bonsoir M. Daoud. Bonsoir. Alors, le Djibouti se veut leader africain de la transition énergétique. Alors, nous le constatons avec l'initiative carbone souveraine. Pouvez-vous nous détailler davantage ce projet? Bien, à l'initiative du président de la République de Djibouti, M. Ismaïl Omar Guelleh, la Fondation souveraine carbone a été créée après avoir constaté, suite au COP27 du Caire, de l'Égypte, le président de la République a pris conscience que l'Afrique subit de plein fouet les aléas liés aux émissions de gaz à effet de serre. Singulièrement, Djibouti aussi, sachez que Djibouti fait partie des 10 pays les plus impactés par ce phénomène du changement climatique qui frappe nombre de pays, et d'autant plus que l'Afrique n'émet que 4% de gaz à effet de serre et en subit de plein fouet les affres de ce phénomène auquel contribuent davantage les pays industrialisés que les pays d'Afrique. Donc il a jugé nécessaire, utile, indispensable de créer une entité qui pourrait non seulement créer pour Djibouti une agence souveraine carbone, mais aussi une fondation peut-être un peu moins, mais ce n'est qu'un début, comme le mécanisme européen d'ajustement carbone aux frontières. Bon, on en viendra, on en parlera un peu plus tard peut-être. Et de façon à pouvoir fédérer les autres pays d'Afrique qui sont victimes des phénomènes climatiques comme les inondations, les sécheresses récurrentes à répétition, des pluies diluviennes qui s'abattent, et je passe. Donc, et puis en même temps, et créer une agence souveraine carbone qui génère, en partant sur la base du principe du pollueur-payeur. Donc, dans l'immédiat, dans un premier temps, c'est tourné plus vers les transporteurs aériens et maritimes. Vous savez comme moi que Djibouti dispose d'un port international et puis le détroit de Bab el-Mandeb transite 20 000 bâtiments civils et militaires par an. Et le port de Djibouti reçoit énormément de navires aussi. Qui dit navire, dit pollueur. Pour le chef de l'État djiboutien, écologie et économie peuvent rimer ensemble, peuvent marcher ensemble s'il y a une volonté politique. Et donc, dans ce sens, la lutte contre ce phénomène et la protection de l'environnement n'est pas forcément l'ennemi de l'économie et de la croissance. Et avez-vous des exemples concrets de mesures qui auraient pu être mises en place ayant été financées par ce principe de pollueur-payeur? Oui, bien sûr, madame. L'agence souveraine carbone de Djibouti a financé pas moins de 50 projets. 22 établissements scolaires ruraux ont été électrifiés. Les maternités dans les zones reculées du pays, comme Marjaga, et puis dans la région de Dikil aussi, et puis aussi un internat dans la région nord de Tadjoura, Bouya, un internat pour les enfants des zones rurales, et puis aussi, pas plus tard que maintenant, pour le compte du port autonome international de Djibouti, un navire écologique qui est baptisé le Nadif. Nadif veut dire en arabe propre, a été financé, un navire qui fonctionne grâce à une propulsion électrique, mais son énergie, il tire l'énergie à partir de l'énergie solaire. La mission de cet navire, c'est une belle acquisition dans la mesure où
il va nettoyer le port de Djibouti, la rade, les eaux, en ramassant les mégots de cigarettes, les déchets plastiques et tout autre détritus qui flotte, non seulement, mais aussi rendre propres les autorités territoriales de Djibouti. Il a aussi également pour mission de nettoyer les hydrocarbures qui peuvent être déversés par les navires marchands et puis aussi des navires militaires aussi qui occasionnellement aussi qui viennent accoster au port de Djibouti, mais aussi non seulement, mais en plus aussi, ce navire, le Nassib, aura aussi pour mission de prendre en charge le nettoyage et l'entretien du littoral. Le littoral de Djibouti fait 370 km en partant de la frontière de Douméra au nord et au sud. La côte djiboutienne fait 370 km, comme quoi il aura du pain sur la planche, mais ce n'est absolument pas impressionnant pour le président de la République de Djibouti. La protection de l'environnement fait partie des principales priorités définies par la politique qu'il a tracée, et la mise en œuvre appartient au gouvernement djiboutien. Et puis cette entité, pour revenir à l'entité Agence souveraine carbone, travaille en partenariat avec le ministère de l'Environnement, activement d'ailleurs, et aussi d'autres structures associatives et aussi des acteurs avec différents acteurs sociaux comme par exemple l'agence djiboutienne des personnes handicapées et aussi pas mal qui sont engagés dans le financement des projets tirés des fonds de l'agence carbone, laquelle agence carbone tire ses ressources à partir de la taxe imposée aux navires comme aux avions qui passent par Djibouti. Parce que vous parliez tout à l'heure, vous disiez qu'écologie et économie font bon ménage. Et donc Djibouti par là affiche une forme de volonté de souveraineté climatique. Mais cette transition énergétique serait-elle réellement possible si les engagements financiers ne sont pas respectés? Les engagements pris par exemple lors de sommets comme je pense là à la COP 29 de Bakou. On a sur 300 milliards promis, on a 1300 milliards ont été déversés. Alors, où est-ce qu'on pourrait aller? Écoutez, la volonté politique est là. La preuve pour financer, avec l'argent généré par l'agence carbone de Djibouti, on a pu financer 50 projets. Nous n'avons pas l'intention de nous arrêter à 50 projets. Et il y a d'autres projets, par exemple aussi l'entretien de la mangrove de Godoria aussi. J'en oublie 50. Je ne peux pas tous les citer, je n'ai pas tout en tête. Mais il y a de nombreuses réalisations, de nombreux projets qui ont été réalisés, qui sont toujours en cours de l'être. Et puis aussi, il faut savoir que, j'ai oublié de le dire, et c'est très important, il ne faut pas que j'oublie, Djibouti est le premier pays, grâce au président de la République, le premier pays à lancer cette initiative en Afrique. Et d'autres pays africains vont emboîter le pas, comme le Libéria a créé une agence exactement calquée sur le même modèle que celle de Djibouti. Le Gabon aussi, et puis il y a d'autres pays d'Afrique aussi, le Madagascar, le Sénégal et la Tanzanie, je pense. Et puis, nous n'avons pas l'intention de nous arrêter là, et puis continuer à inciter d'autres pays africains à suivre l'exemple et aussi à renforcer la fondation souveraine carbone africain de Djibouti. C'est un sigle en anglais que je ne maîtrise pas. Un peu, comme je le disais tout à l'heure, sur le modèle du mécanisme européen d'ajustement carbone aux frontières. Et il ne faut pas oublier que ça fait des années et des années que les autres pays, des autres continents ont mis en place ce système pour protéger, pour leur espace, de façon à protéger. L'Europe a mis en place ce système. Et en Amérique, c'est pareil, et en Asie aussi, pourquoi pas l'Afrique. Et puis, c'est le sursaut du président de la République à faire prendre conscience à ses homologues africains,
aux autres pays africains, de façon à ce que nous aussi, nous autres Africains, tenons à nous protéger. Nous ne sommes pas moins intelligents que quiconque. Donc, nous mettons tout en œuvre pour que nous protégions nos espaces, nos territoires, mais aussi nos populations, contre toutes sortes de phénomènes. Et puis aussi, je tiens à souligner également, pour votre information et pour vos téléspectateurs aussi, Djibouti a d'ores et déjà entamé la transition écologique. Nous sommes pour une bonne part alimentés en électricité par l'électricité hydroélectrique qui vient de l'Éthiopie. Nous avons installé également les éoliens sur le lac Assal. Nous travaillons également sur le projet de la géothermie aussi, qui n'est pas une mince affaire non plus, qui à terme, nous faisons tout pour nous passer, dans la mesure du possible, de l'énergie fossile. Oui. J'aurais quelques questions encore sur le climat, mais peut-être mon confrère Honoré. On va avancer pris par le temps. On va parler politique, hein, M. Daoud. Vous êtes porte-parole de la majorité présidentielle. Le président a annoncé sa candidature pour cette prochaine élection en avril. Quel est le sens de cette nouvelle candidature? Qu'on a été président depuis qu'on est président, pardon, il est encore en vie depuis 1999. Mais écoutez, d'abord, c'est les Djiboutiens qui, soucieux de vouloir avancer, soucieux de vouloir vivre en paix, se lever le matin, manger le petit déjeuner, prendre le déjeuner et le dîner, travailler en paix, est devenu quelque chose d'extrêmement rare dans cette région d'Afrique qui est particulièrement troublée, comme vous le savez. Le président Guelleh, il aurait pu partir, prendre une paisible retraite, mais il est sollicité par ses concitoyens, et à juste titre d'ailleurs. Donc, grâce à lui, notre pays, nous avons la chance, l'extrême chance, nous avons la baraka, je dirais même, que ce pays soit stable. Et puis il avance économiquement. Nous avons 6,5% de la croissance. Nous sommes sollicités, par les grandes puissances. Notre position géostratégique, qu'il a su mettre en valeur, a fait que Djibouti, nous ne sommes pas un pays producteur du pétrole. Nous ne sommes pas un pays qui a plein de minerais dans son sous-sol. Avec le minimum qu'on a, le président Guelleh a su mettre en valeur les atouts stratégiques et puis tous les atouts dont dispose Justement, son pays. Si on revient sur le domaine de la politique, est-ce qu'on peut dire que cette candidature illustre aussi peut-être la carence au sein de votre majorité présidentielle d'un potentiel dauphin? Écoutez, dauphin, je ne vois pas pourquoi vous parlez de dauphin, parce que n'importe qui peut présenter, à condition de remplir les conditions, peut présenter sa candidature. Après, il appartient, comme partout, conformément à la règle démocratique que chacun sait, c'est aux Djiboutiens de décider pour qui ils voteront. Donc, dans votre majorité présidentielle, M. Daoud, excusez-moi, on ne prépare pas l'avenir, on ne prépare pas la succession. Ce n'est pas à l'ordre du jour aujourd'hui. La succession ailleurs aussi, c'est quelque chose qui vient tout seul. Le président Guelleh fait très bien son travail. Pourquoi voulez-vous qu'on le change? Lui, il voulait partir, mais nous le retenons. C'est vous qui retenez le président. C'est les Djiboutiens qui le retiennent. C'est les Djiboutiens qui le retiennent parce que chacun voit ce qui a été fait depuis qu'il est là, les avancées majeures dans tous les domaines sociaux, économiques, dans quel état le pays était quand il est arrivé et dans quel état il est aujourd'hui. Et aussi, surtout, le problème sécuritaire se pose. Nous ne pouvons pas nous offrir le luxe de nous chamailler. Maintenant, il y a une opposition républicaine, une opposition légale, elle a toute la latitude. Je n'ai jamais cessé de dire haut et fort à chaque fois mais regardez, par exemple, l'actualité ces derniers jours chez vous, c'est la dernière révision constitutionnelle qui donne la possibilité, qui lève la limite de l'âge présidentiel et qui ouvre la voie au président pour une nouvelle candidature. Pourquoi, c'est ce que certaines analyses se disent, vous me direz s'ils se trompent, pourquoi n'avez-vous pas soumis cette modification au peuple via un référendum? Écoutez, la Constitution de la République de Djibouti permet également de la modifier
soit par le Parlement, soit par le président de la République lui-même. Donc, pourquoi, vous savez, ça coûte énormément cher aussi le référendum à coup de baguette magique. Donc, mais pour consacrer... le Parlement est représentatif des Djiboutiennes et des Djiboutiens. Justement, mais pour consacrer cet appel populaire que vous évoquez, vous aurez pu aller chercher aussi l'adhésion du peuple. Mais l'adhésion du peuple, on verra quand il y aura élection. Nous l'avons déjà vu, on verra quand ils vont voter. Mais autrement dit, je tiens à souligner que le Parlement de Djibouti est représentatif de la population de Djibouti. Dans le cadre du suffrage indirect. Qui lui ont confié le mandat. Oui. Donc, les députés de Djibouti agissent au nom du peuple de Djibouti également. Donc, c'est pourquoi, d'ailleurs, pour toute chose, nous n'allons pas solliciter la consultation populaire pour changer une loi, pour modifier, par exemple, pour introduire pour la protection de la femme, comme ce fut le cas ici, l'IVG, l'introduction de l'interruption volontaire de grossesse dans la loi fondamentale. On n'a pas consulté, il n'y a pas eu de consultation populaire en France, par exemple, à Djibouti non plus, ni pour la protection des fillettes contre les prisons et les violences et les MGF. Nous n'avons pas besoin de consulter. Il n'y avait aucune volonté d'esquiver un vote populaire. Non, ce n'est pas une question d'esquiver, parce que si nous n'aurions pas, si on faisait que ça, pour chaque chose, consulter. Dans ce cas-là, les députés vont chômer. Les députés vont s'ennuyer. Je me demande ce qu'ils font. Pourquoi ils siégeraient au Parlement de Djibouti. Mais il y a deux voies. Après, pour le référendum, c'est la voie référendaire. Quand il y aura nécessité, ça sera aux députés de Djibouti d'opter pour la voie référendaire, que ce n'est pas à moi. Et les députés n'ont fait que respecter la Constitution qui est déjà en place, qui leur permet de proposer, de mettre au vote entre eux, une commission qui a chargé de faire une proposition, et ils sont là pour voter, et ils ont voté pour la modification de l'âge. Mais sachez que l'âge ne doit pas poser un problème. Je ne vois pas pourquoi tout le monde s'accroche à l'âge du président de la République. C'est pas le justement, mais il est l'un des dirigeants les plus anciens de l'Afrique de l'Est et il fait un travail remarquable que vous qualifiez de remarquable. Absolument remarquable. Regardez récemment sur les plateaux télé, vous pouvez regarder, il y a un opposant, je dirais, de vos anciens collaborateurs, si je peux dire ainsi, Alexis Mohamed, qui était conseiller spécial du président de la République, qui est aujourd'hui candidat et qui a des mots quand même assez durs sur la gestion du pays. Quelle est votre réaction? Bien, dans un premier temps, si vous permettez, vous avez parlé de Alexis Mohamed. Moi, je parlais de Ali Mohamed Ahmed. Ah, pour nous, il s'appelle Ali Mohamed Ahmed. Il est djiboutien, franco-djiboutien. En France, il s'appelle Alexis Mohamed. À Djibouti, il s'appelle Ali Mohamed Ahmed. Je rappelle encore une fois, j'ai eu l'occasion de le dire sur un autre plateau télé chez vos confrères, il n'a jamais, au grand jamais, été conseiller du président de la République, encore moins conseiller spécial. Il n'a été que chargé de mission. Si vous voulez bien voir, je montre à la caméra, voici le décret daté de novembre 2015 qui nomme Ali Mohamed Ahmed chargé de mission du président de la République à la présidence de la République de Djibouti. Maintenant, un média comme le vôtre, qui est très regardé en Afrique. Merci, M. Daoud. Très regardé en Afrique. Bon, après, vous êtes des journalistes aguerris qui font extraordinairement, vous faites extraordinairement bien votre travail, mais aussi, c'est un peu, des fois, ce n'est pas bien d'usurper l'identité, enfin la fonction. Vous le qualifiez, pour vous, il a usurpé l'identité. Absolument. Et regardez ce qu'il nous dit. Demande-lui s'il peut avoir un décret qui contredit celui-ci. Alors, on lui a demandé, il nous a dit qu'il y a un décret du 25 septembre 2018 il n'a qu'à le montrer. Qui lui fait passer de chargé d'émission à conseiller spécial. Mais voilà, merci. Il n'a qu'à le montrer, comme je suis en train de le faire ici. Il n'a jamais été, je dis bien, jamais été conseiller. Je pense que nous avons... Voilà. Romain, tu peux mettre aussi le décret que M. Daoud essaie de montrer à notre téléspectateur. Ce matin, on l'a montré à M. Alexis, voilà. En France, Ali Mohamed, comme ensuite, on le dit. Je voudrais également souligner à quel moment Ali Mohamed Ahmed dit la vérité. Il était dans l'opposition, il déversait toutes sortes d'âneries sur les autorités djiboutiennes. Ensuite, il rejoint la majorité présidentielle,
et là aussi, il disait tout le bien, à juste titre d'ailleurs, parce qu'il il ne faisait que relater ce qui est visible. Il n'y avait pas d'abstrait dans ce que je suis en train de faire en ce moment même, qui est aisément vérifiable. Monsieur Daoud. Après, ensuite, il s'en va pour des raisons qui le regardent, abracadabrantesques. Il fait en sorte de dire tout le contraire de ce qu'il disait. À quel moment dit-il exactement la vérité? Monsieur Daoud, ça tombe bien justement. Mais il a fait le tour des plateaux télé lorsqu'il était encore aux côtés du président en utilisant ce titre de conseiller spécial et jamais vous l'avez interpellé. Pourquoi maintenant ce décret sort? Eh bien, écoutez, c'était aux journalistes de vérifier s'il était... Moi, par exemple, je suis le porte-parole de la majorité présidentielle de Djibouti. C'est la première fois que je viens sur votre plateau télé. Je vous ai envoyé la décision qui m'accorde cette fonction, le minimum de chef. Je fais d'autres médias aussi, des grands médias, que bon, je ne citerai pas ici, c'est normal, chez vos autres confrères. La première des choses, quand on ne me connaît pas, j'envoie, je joins à la parole l'acte, le document à l'appui, pour dire que, à moins qu'il ait falsifié dans ce cas-là, ce document, Ali Mohamed Ahmed n'a jamais été conseiller, ni conseiller spécial. Donc, il est en train de berner les médias. Bon, après, ça n'enlève rien à ce qu'il a dit durant son passage ici. Ces nombreux passages sur votre plateau, il a dit les choses telles qu'elles étaient. Il défendait bec et ongle la politique du chef de l'État. Dont il se dédouane aujourd'hui. Hein. Il dit qu'il n'est pas membre du... Quelle mouche l'a piqué? Mais bon sang, mais quelle mouche l'a piqué pour que dire tout le contraire de ce qu'il avait dit il y a encore quelques mois. Ce qu'il disait il y a encore quelques mois. Est-ce qu'il lui a fallu 9 ans pour qu'il se rende compte que finalement ce pays ne fonctionne pas bien? Franchement, je ne suis pas prétentieux. Je ne voulais pas jeter de l'opprobre sur lui non plus, par courtoisie, mais franchement, un adolescent de 15 ans aurait pu s'en rendre compte très rapidement. Il n'aurait pas attendu 9 ans pour dénoncer le dysfonctionnement de la République de Djibouti, qui fonctionne très bien. Une dernière question sur le sujet. Il a même affirmé, il a même aussi remis en cause la nationalité. Selon lui, le président aussi a d'autres nationalités. Puisque vous l'accusez d'avoir une double nationalité, pour lui, le président a une nationalité, je crois, éthiopienne. Est-ce que vous réfutez cette affirmation? Permettez-moi de dire à M. Gbé que lui-même, en 2016, il a reproché le même fait à Daher Ahmed Farah, du MRD, Mouvement pour le renouveau démocratique de l'opposition. Et il disait que M. Farah est de nationalité belge et en même temps du bouton belge. Et il lui disait que M. Daher Ahmed Farah ne pouvait pas présenter sa candidature parce qu'il est belge. Maintenant, est-ce qu'il faut changer la Constitution pour allier Mohamed Ahmed? Il a dit qu'il est prêt à renoncer à son nationalité française, à condition que le président soit aussi transparent. Raison pour laquelle je vous pose la question. Est-ce que vous êtes au courant de cette information que le président aurait une nationalité éthiopienne? Absolument pas. Ça, c'est à lui de démontrer. Et puis aussi, pourquoi il a attendu? Ça fait 9 ans qu'il travaille avec nous. Pourquoi il a attendu maintenant pour dénoncer ça? Il était là en 2016, aux élections de 2016. Il était là en 2021. Le président de la République a été toujours candidat. Pourquoi n'a-t-il pas fait à ce moment-là? Pourquoi sort-il du chapeau la nationalité? Je le mets au défi. De toutes les façons, il ne le fera pas. Il ne va pas renoncer à la nationalité française. Bon, c'est son droit aussi de ne pas renoncer. Maintenant aussi, chaque pays a sa particularité. Pour participer à une élection présidentielle à la magistrature suprême, il y a un certain nombre de principes. N'importe quel pays a mis en place, la constitution de chaque pays répond aux besoins et aux principes que, en tenant compte de différents critères sociaux, culturels et bien d'autres, pour être candidat à la magistrature suprême. Même par exemple aux États-Unis,
il ne suffit pas d'être américain pour être candidat, pour être logé à la Maison Blanche. Il ne suffit pas, il faut naître sur le sol américain. Sur le sol américain. Ça aussi, il faut peut-être dénoncer, ça aussi, c'est une anomalie alors dans ce cas-là. Donc, chez nous, à Djibouti, pour aspirer à diriger, à prendre en charge les destinées de ce pays, il faut être entièrement djiboutien. Exclusivement djiboutien, effectivement, c'est ce que voilà, donc je ne vois aucun mal pour que, bon, s'il se sent profondément djiboutien. D'abord, moi je me demande, ici il s'appelle Alexis, là-bas il s'appelle Ali. Ali à Mohamed Ahmed. Bon, on ne sait pas qui est qui dans tout ça. Bon. S'il est djiboutien, s'il est candidat à la magistrature suprême, c'est Ali Mohamed Ahmed qui doit l'être. Donc il a francisé son nom, il est franco-djiboutien, c'est son choix aussi, c'est son droit également d'être franco-djiboutien aussi, je ne renie pas son droit. Maintenant, qu'il arrête de prendre des djiboutiens pour des imbéciles. Les Djiboutiens réfléchissent aussi. Demandez-lui, est-ce que vous avez eu peut-être pensé à lui demander s'il avait rejoint les formations politiques d'opposition? Il a dit qu'il parlait, ça tombe bien, il a dit qu'il parlait avec les formations d'opposition, mais aussi de la majorité. Depuis septembre, il aurait pu rejoindre. Demandez-lui pourquoi il n'a pas rejoint encore, pourquoi aucune formation politique d'opposition ne lui a ouvert ses portes. Il n'y en a pas une seule qui lui a ouvert sa porte. Que le dialogue se poursuit, même avec même des gens de votre camp. Est-ce que vous avez cette information? Absolument pas. Yeah. Ça, je ne suis pas dans son secret non plus. Même avec la majorité, là, en discussion, je ne suis pas. La majorité est unie derrière le président. C'est ce qu'on peut retenir. Écoutez, moi, je ne suis pas au courant. En tous les cas, je sais qu'il n'appartient à aucune formation politique. C'est plus de la gesticulation guignolesque qui relève qu'il réfléchit avec lui-même, il cherche des solutions et il donne des réponses lui-même. Il n'a aucune connexion avec quelque formation politique que ce soit. Et en tous les cas, notre pays avance, notre pays est lancé à l'échelle africaine. C'est un pays qui est respecté, comme on vient d'évoquer. Par rapport à la protection de l'environnement, Djibouti, le président Guelleh ne pense pas que pour Djibouti, mais aussi pour l'ensemble du continent africain. C'est vous dire combien la présence du président Guelleh à la tête de ce pays est non seulement indispensable, mais aussi la respectabilité du chef de l'État sur le continent africain. Il préside la présidence tournante de l'IGAD. Grâce à sa diplomatie qui est basée sur la neutralité, j'ai eu l'occasion de le dire aussi, grâce à cette politique de neutralité, Mahmoud Ali Youssouf a pu être élu par les pays, les chefs d'État des 54 pays d'Afrique à la tête de la Commission de l'Union africaine. C'est un immense honneur. Et un immense honneur pour la diplomatie djiboutienne, pour la République de Djibouti et pour les Djiboutiens aussi. Merci beaucoup, M. Daoud. On n'a pris pas le temps, je pense qu'on va mettre fin. Tout à fait. Nous retiendrons donc que le président sera candidat à cette élection. Et merci à vous, Oumed Daoud, d'avoir répondu à nos questions. Vous êtes, on le rappelle, le porte-parole de la majorité présidentielle. Et merci également, Khalil, pour vos questions. Et mesdames et messieurs, c'est la fin de cet entretien. Nous vous souhaitons une bonne suite de programmes sur Global Africa Télé Sud. Merci.